Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Qu'on commence par le déplacement de Sellel, Londres, il y a eu Paris avant, ses interlocuteurs ce sont des hommes politiques les plus importants. Aujourd'hui, est-ce que Sellel, je vais commencer par toi Hassan, parce que c'est toi qui pose le problème en premier, est-ce que le Premier ministre peut représenter aujourd'hui aux yeux de la communauté internationale et des grands de ce monde un gage pour la succession du président? Il représente déjà le présent, à défaut de représenter la succession. Il permet à l'Algérie d'avoir une interface pour traiter de dossiers importants, l'énergie, la sécurité, les processus politiques dans la région, etc. Est-ce que c'est un interlocuteur, c'est une interface crédible et rassurante? C'est un débat, j'invite les amis à exprimer chacun son point de vue. Mais en fait, la question, moi, j'ai le sentiment qu'à force de fréquenter les grands puissants de ce monde, à la place de Abdelaziz Bouteflika, Abdelmalek Sellel peut s'installer comme étant une possible solution de succession en Algérie, parce qu'on le connaît, on sait ce qu'il pense ou ce qu'il ne pense pas, on sait ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Et à défaut de connaître, d'avoir une visibilité sur le reste de l'offre politique algérienne, Paris, Londres, Washington pourraient voter Sellel pour la succession. C'est une question qui commence à s'immiscer, à s'insinuer dans le débat. À mon avis, on ne peut pas l'éviter aujourd'hui. Oui. En fait, ça vaut surtout en Algérie. Sellel est présidentiable par défaut. Ça, c'est évident. Comme Bouteflika est devenu président 4e mandat par défaut d'entente entre les forces qui composent le système, Sellel peut, à tout moment, en cas de nécessité, devenir le présidentiable par défaut. S'il en a l'ambition, c'est légitime. En fait, le problème de succession en Algérie pose aussi des problèmes, par exemple, protocolaires. Par exemple, le premier Sellel est parti en visite officielle en France. Ça aurait dû être une visite d'État. Un comité intergouvernemental n'est pas présidé par les premiers ministres, sauf quand c'est un Premier ministre européen, donc qui détient le pouvoir exécutif. Ça devait être entre le président de la République et le Premier ministre. En Angleterre, aujourd'hui, apparemment, le terme summit a été retiré à la dernière minute par le Downing Street. D'ailleurs, c'est ce qui aurait pu annuler la visite de Sellel, parce qu'il n'a pas eu des garanties sur un respect protocolaire de la partie britannique. Apparemment, David Cameron n'avait pas eu toute une journée à lui consacrer, donc ça avait provoqué des remous entre Alger et Londres, un peu moins entre Alger et Paris. Donc c'est ça. Est-ce que M. Sellel se trouve... C'est une lecture que tu fais du... Non, c'est une lecture, ça c'est vrai, concernant le mot summit et le problème protocolaire. Ça peut être aussi une lecture d'un autre côté. Est-ce que aujourd'hui le Premier ministre Sellel représente le président? Est-ce qu'il est dans son statut de successeur? Est-ce qu'il est en campagne électorale? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il est en train de gagner ses galons avec les partenaires occidentaux? Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je note un détail, un tout petit détail. Il y a une décision d'offrir des promotions à tous les employés du secteur de la santé. Et la mesure a été annoncée comme une décision de M. Abdelmalek Sellel. D'habitude, c'est en application du programme de Fakhamatuhu et sur orientation et instruction du président de la République. C'est la première fois que le Premier ministre endosse une mesure de cette envergure. Ça veut dire qu'il ne fait plus semblant, il est en train de dire « j'exerce le pouvoir, je ne fais plus semblant ». Et donc, à mon avis, il s'installe dans une nouvelle posture qui est celle de président. Et après le 4e mandat, on est prêt à tout avaler maintenant. Il n'y a plus de problème. Non, je me demande si on n'est pas en pleine succession. C'est-à-dire si la succession n'a pas déjà commencé. Parce que, de fait, Sellel exerce pratiquement les prérogatives du président. De fait, ce que vient de dire Abd le confirme. Il y a aussi cette affaire du LMD et de la licence
du nouveau régime et de l'ancien régime. Celle-là, elle a tranché de façon vigoureuse cette question qui était en ballottage entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Éducation nationale par rapport au recrutement pas seulement le ministère, tous les autres secteurs. Bref, mais à mon avis, la succession réelle, c'est-à-dire au sens politique, ne sera pas déterminée comme ça dans le contexte d'aujourd'hui. Ce qui sera déterminant pour le devenir du régime et du système et de la succession à Bouteflika, c'est les questions économiques, c'est la situation économique du pays, c'est les prix du pétrole, comment ils vont évaluer. On attend le prochain sommet ou la prochaine rencontre de l'OPEP, parce que même les pays du Golfe, le CCG, viennent d'attirer la sonnette d'alarme, parce qu'ils commencent à sentir les effets de la baisse du prix du pétrole, même s'ils sont quelque part responsables de cette baisse. À mon sens, si l'OPEP ne prend pas des décisions de nature à relancer les prix du pétrole à la hausse, on risque d'aller vers une situation difficile pour le pays. Et c'est... Tu dois nous dire si Sellel va devenir président ou pas. Justement, non. Est-ce qu'avec des prix bas, il a plus de chance? Je suis en train de dire que les inquiétudes européennes et les interrogations de l'Union européenne et des partenaires étrangers de l'Algérie sont liées beaucoup plus à leurs propres intérêts. Qui va garantir les intérêts? C'est légitime pour eux de poser ce genre de questions. Aujourd'hui, on dit qui va succéder à Bouteflika, qui va garantir ses intérêts. C'est trop tôt de répondre aujourd'hui parce que ça dépend de l'évolution, de la situation économique et sociale dans ce pays. Alors, La corrélation entre le prix du pétrole et la succession pose problème. Si c'est dans 6 mois la succession, la question ne se pose pas. Oui. Si la succession est dans 3 ans, là, l'impact de la chute des prix du pétrole aura du sens. Alors, mais il y a quand même un détail, dire que M. Abdelmalek Sellel exerce le pouvoir ou la décide pour le pays à la place du président Bouteflika, c'est faux. Il prend des décisions. Il ne décide pas pour tout ce qui concerne l'armée, il ne décide pas pour la sécurité, il ne décide pas pour la diplomatie et il ne décide pas, à mon avis... Pour les bureaux de l'APS à l'étranger. Par exemple. Mais pour quelques-uns, pas pour tous. Et je ne sais pas quel est son poids réel dans les réseaux. Donc, lui, il veut afficher comme quoi il décide. Il veut, à mon avis, c'est une piste, c'est juste une idée, je ne suis sûr de rien. À mon avis, ça anticipe de ce que sera la révision de la Constitution. Oui. Un certain nombre de choses qu'on va retransférer au Premier ministre, parce que le président Bouteflika ne peut pas le faire, et on va peut-être recréer le poste de chef de gouvernement. C'est-à-dire que tout le détricotage de la Constitution qui a eu lieu, on va le remettre en place. Il faut préciser seulement que sur les prérogatives du Premier ministre, le jour où il y a eu cette crise des policiers, Abdelmalek Sellel a dit bon, je peux accepter vos doléances sociales, mais pour le limogeage du DGSN, ça c'est pas moi. Alors que ça c'est le Premier ministre qui le dit. Et on remarque qu'ils sont venus le voir au palais du gouvernement, il a refusé de les recevoir. Et qu'il est venu à la présidence de la République. Et on lui a dit tu vas les recevoir ailleurs, il y est allé. À la présidence de la République. Concernant le poste de... Non, oui, mais ça reste la présidence de la République. C'est pas Zeralda, oui, c'est Al-Mouradia. Mais concernant cette affaire de vice-président, moi je me souviens parce que je l'avais reçu lorsqu'il était directeur de campagne, et ça s'est d'ailleurs très 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 bien passé, cette interview, il avait indirectement dit qu'il pourrait être candidat. Lui était le premier candidat potentiel au poste de vice-président. Ça se jouait dès que ce poste a été proposé implicitement, on parlait automatiquement de Sellel, de Ouihia ou de Belkhadem. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'exerce pas en quelque sorte les fonctions de vice-président? Voilà. Alors, je disais à l'instant que Sellel veuille être président demain, c'est à la limite légitime, puisqu'il est en train d'exercer le poste et puisqu'il y a un vide, donc il colmate. Mais la question, c'est qui empêcherait Sellel de devenir président demain et de remplacer Abdelaziz Bouteflika. Enfin, qui l'a déjà empêché, parce qu'il était question de lui déjà pour éviter le scénario de bouffon de 4e mandat, quoi. Enfin, et c'était le général Gaïd Saleh.
de ce que nous savons, de ce que moi-même je sais, qui s'était opposé à la candidature pour des histoires de cuisine domestique, hein, interne au régime, pour des petites histoires. Il n'aime pas beaucoup Abdelmalek Sellal, je ne sais pas pourquoi. Il a dit c'est pas lui, et ce sera Bouteflika. Et ça, Bouteflika va continuer. Donc tant que Gaïd Salah conserve la puissance qu'il a, qui de mon point de vue s'est renforcée depuis avril dernier, le problème si ça devait se poser dans 6 mois, la succession, il rencontrerait, M. Sellal rencontrerait encore devant lui le niet de Gaïd Salah, de mon point de vue. Voilà. Donc il fait partie des gens qui seraient contre. Maintenant, l'autre partie les autres personnes qui pourraient l'en empêcher, à mon avis, c'est Abd Sharif. C'est vrai. Tant que M. Abdelmalek Sellal se faisait petit et raconter des blagues, tout le monde s'en accommodait. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant qu'il affiche une volonté de devenir président, il va être la cible de tout le monde. Et il va être la cible de tous ceux qui ont envie d'être président. Et ça va être dur. C'est là que commence la vraie épreuve pour lui. Tu penses à qui, Abed? Tu penses à qui? C'est pas les gens qui vont être présidents, c'est les Gaïd Salah. C'est-à-dire les autres, les faiseurs de rois, pas les rois potentiels, les faiseurs de rois, ceux qui ont du vrai pouvoir pour participer au conclave qui va désigner le futur président. Qui est autre? Les Chaouis qui n'ont pas beaucoup. Ce qu'Abdelmalek Sellal a dit d'eux, voilà. Non, je crois que je crois pas que ce soit les Chaouis. C'est le Chaoui. Pourquoi c'est toi qui prends la parole? Parole de Chaoui. Je ne parle pas au nom du Chaoui, pas du tout. Non, c'est mon avis. Non, je veux dire que ça pourrait... Non, on est en train de discuter de la succession comme s'il s'agissait d'une monarchie. Ça te dérange? Et le problème se pose au sein de la famille royale. Mais c'est le cas. Non, d'où va venir l'opposition? En fait, il faudrait répondre à une autre question. Qui détient le pouvoir en Algérie? Jusqu'à une période récente, on pouvait considérer que le pouvoir était entre les mains de l'armée et, j'ouvre les guillemets, son cœur atomique, le DRS, qui détenait la décision. On considère depuis quelque temps qu'il y a eu un certain rééquilibrage, que le DRS a moins de pouvoir, que l'état-major donc a un peu plus de pouvoir. Et comment va se décider la chose quand le moment viendra? Est-ce que ça sera... On peut envisager des hypothèses. Ça serait très bien si ça se passe comme ça. Formellement, Guel, c'est les chefs des régions militaires plus les chefs des armes. C'est un début d'institutionnalisation du pouvoir. C'est un minimum. Guel, on sait à peu près où se prend la décision. Mais là, on n'en sait rien. Qui détient aujourd'hui le pouvoir en Algérie? On n'en sait rien. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika est d'accord pour que Sellal lui succède? Justement, On peut demander si c'est Saïd, parce que c'est pas Abdelaziz. la question que vient de soulever Abd, la dilution du pouvoir, en fait. Le pouvoir n'est plus entre des mains précises. Le centre du pouvoir est difficilement identifiable, d'où la crise du système. À mon sens, depuis 2004, 2002 exactement, la cohésion du système, la cohésion du pouvoir commence à s'effriter. Aujourd'hui, on est dans cette situation qui s'est aggravée avec le 4e mandat, d'où le risque d'un déchirement, y compris au sommet. Ça peut reprendre autour de la succession du pouvoir, et c'est ce qui pourrait empêcher Sellal de succéder à Bouteflika. Mais le gros risque, c'est que ce déchirement au sommet va toucher la société, d'où les risques d'émeutes et les risques d'affrontements sérieux. Le point du système montre qu'on est arrivé à une sorte de crise d'hégémonie. Il n'y a plus aucune partie qui est hégémonique dans le système pour pouvoir imposer un cap. Ça vaut aussi bien pour l'économie que pour la politique. Ça vaut aussi bien pour l'économie que pour la politique. Et on est totalement dans cette fameuse définition de la crise de Gramsci. C'est le vieux qui meurt et le nouveau qui n'arrive pas à naître. Et au milieu, des choses macabres qui peuvent sortir. Voilà. Alors, Abed, tu as cité un peu des contre-pouvoirs qui sont aujourd'hui donc le pouvoir de l'argent. Haddad, on en a beaucoup parlé. Le contre-pouvoir.
Enfin, le contre-pouvoir, le pouvoir parallèle, ou le pouvoir tout court, celui de l'argent. Voilà. Alors, le pouvoir de l'argent. On a parlé de Haddad jusque-là. Aujourd'hui, Rabrab est une option. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit un petit peu l'élan avec tous les contrats. Une option pour le politique, pour le politique de demain, pour la transition que l'on voudrait. Est-ce que Rabrab peut constituer demain un rapport de force? Monsieur Rabrab est en train de devenir puissant pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, un peu pour ses amis, j'imagine. Ça se passe très bien pour lui. Il est en train de faire plier la législation et la réglementation en faveur de ses affaires, donc ce qui prouve qu'il a pris une dimension qui est quand même très importante. Mais est-ce que c'est dû à sa force ou bien est-ce que c'est dû à la mauvaise organisation des pouvoirs en Algérie? Le fait qu'il n'y ait pas un vrai débat politique, on ne sait pas... on ne sait pas ce qui doit être fait. Et donc, dans cette confusion, lui, il est opportuniste, il marque des buts. Bon, voilà, ça se passe bien pour lui. Moi, je suis un peu gêné par ces histoires de poids de l'argent. Je le nie pas, c'est une chose qui s'est installée. Il y a Madame Hannoun, qui n'a pas fermé sa gueule, a redit que c'est ça la menace pour l'État algérien, mais ce n'est pas séparable du système, c'est totalement impliqué. Et même Rabrab n'est pas autonome du système, il est totalement dans un jeu. Maintenant, est-ce que la force de l'argent est totalement extraite du poids de l'armée, du DRS, des clans qui composent le pouvoir? Moi, j'y crois pas du tout. On est dans une imbrication totale. Le problème, c'est on est dans un système où rien n'est transparent. Tout joue dans l'opacité, et c'est ça qui rend le problème difficile à cerner. La précision dans les mots et dans les concepts devient très importante. Tu dis, on est dans une imbrication totale. Non. Imbrication totale, à mon avis, ça ne convient pas. Grande imbrication. Voilà. Donc, jusqu'à quel point quel est le degré? Pour moi, c'est le grand point d'interrogation. Quel est le degré d'imbrication entre l'argent et l'armée? S'il y a une imbrication totale, on est définitivement un mauvais pays d'Amérique latine. En fait, on peut résoudre la question de manière technique. Quelle est la part du privé dans le produit intérieur brut, dans les revenus de l'Algérie? Et ça règle déjà une partie de la question. Alors, non, mais la question était bien plus précise que ça. C'était même pas ça à la limite. C'est Rabrab aujourd'hui à la Bourse de Londres qui s'impose dans la délégation, où Sellel se trouve donc pour représenter le gouvernement algérien. Même alors, Sellel est parti à la Bourse de Londres, donc c'est pas un exploit. Alors, tout ça, je suis pas d'accord avec toi. Mais bon, pour d'autres raisons. Tout ça, à quoi ça nous sert finalement? Que Rabrab aujourd'hui monte en puissance, est-ce qu'il peut demain représenter une force politique et jouer dans l'équilibre des forces? Rabrab est un représentant d'un secteur de l'activité économique du secteur privé, mais d'une aile qui aujourd'hui n'est pas tout à fait d'accord avec le pouvoir, mais elle n'en est pas en dehors totalement. Et elle n'est pas dans l'opposition. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, pour comprendre un peu le rôle de l'argent et des hommes d'affaires et du secteur privé et son rapport avec la politique, il faut comprendre un peu la nature de l'économie algérienne qui reste dominée par un tâtonnement sans vision claire, et même le syndicat du patronat, il n'est pas tout à fait représentatif de tout le patronat national. On attend une décantation, en fait. Il faudrait qu'il y ait tout d'abord une visibilité économique claire et que les rôles soient déterminés entre le secteur privé et le secteur public, et que le rôle de l'État devienne un rôle de régulateur et non d'intervenant et d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a une situation compliquée, et c'est pourquoi la précision des concepts qu'a demandé Abdi est juste, c'est vrai. C'est pas tout à fait une imbrication totale, mais c'est pas une séparation non plus. On n'est pas dans une situation d'opposition du pouvoir de l'argent face au pouvoir politique. On n'est pas dans cette situation. Donc il est difficile aujourd'hui
de trancher sur cette question entre le rapport de l'argent et le pouvoir. Et Saad Al-Brab a toujours eu des rapports assez conflictuels avec le pouvoir actuel. En 2004, il a refusé de soutenir le mandat de Bouteflika. On l'a obligé de participer financièrement à la campagne. Il a dit non, moi, je suis contrôlé par un cabinet d'audit, je ne peux rien donner. Donc les rapports se sont détériorés depuis les élections de 2004. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il joue... Ça, c'est la com on de Al-Brab. a l'impression... Non, c'est pas ça comme qu'il dit, c'est nous qui le pensons. Et on a l'impression qu'il joue un peu sur ça. Moi, j'ai assisté un jour à une réunion avec le ministre actuel de l'Industrie qui disait mais qu'est-ce qu'il veut de plus? Ça veut dire que Al-Brab aussi joue sur ces relations tendues lorsqu'il dit qu'il y a un homme d'affaires, en l'occurrence Haddad sans le citer, qui bloque ses projets, lorsqu'il dit que moi j'exporte mais le gouvernement ne m'aide pas. Donc on a l'impression que lorsque le gouvernement fait un geste, c'est une manière de dire mais voilà, on n'est pas en train de bloquer, nous aussi, nous sommes en train d'encourager tes investissements étrangers, et je pense qu'il joue un peu de ça, de ces rapports conflictuels et de ces rapports de force avec le gouvernement. Non, il y a des choses qu'on peut dire d'autre part. La communication du patronat est forte, elle est puissante, elle est habile. Mais il faut la décoder comme de la communication. Le dernier coup en date, c'est un très joli coup qu'ils ont réussi. La possibilité de transférer de l'argent à l'étranger pour investir. Pourquoi Zama? L'idée, la com dit quoi? Il faut que le gouvernement nous autorise à investir à l'étranger. Mais vous pensez que ces hommes-là n'ont pas des affaires florissantes à l'étranger? Ils les ont déjà. Personne ne les empêche. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est transférer des devises au taux officiel vers l'étranger pour acheter des affaires. Ils ont réussi leur coup. J'allais dire c'est tant mieux pour eux, mais c'est de la com. On ne peut pas être victime de ce qu'ils disent quand même. Non, est-ce qu'on peut pour autant lui reprocher de s'agrandir et de vouloir devenir non seulement, à mon avis, dans le contexte actuel où l'Algérie a besoin de se diversifier, on ne peut pas le lui reprocher, mais en plus, dans une situation normale, entre guillemets, un gouvernement qui s'apprête à avoir de grosses difficultés comme celles qui nous attendent, avec la baisse du prix du pétrole, devrait faire un peu un peu son ambassadeur du savoir-faire algérien, et devrait revendiquer les conquêtes économiques à l'international de Saad Al-Brab. Ce serait la bonne communication, en opposition à la communication du patronat dont parle Abed. Le gouvernement algérien devrait s'approprier ces conquêtes-là pour dire nous on est capable de prendre la deuxième plateforme sidérurgique en Italie, présence du président de la République italienne, et d'en faire une affaire florissante. Donc nous sommes dans un rapport d'équivalence, nous sommes capables de sauver la marque Brandt en France, Fagor, et ainsi de suite, à travers Saad Al-Brab. Le problème, c'est que Saad Al-Brab n'est pas proche du camp présidentiel. Il n'est pas proche du camp présidentiel pour toute une série de raisons. À mon avis, c'est pas parce que lui ne voulait pas. C'est d'abord parce que Bouteflika n'en voulait pas. Bouteflika n'a jamais voulu que ce groupe qui a grandi avant qu'il n'arrive ne continue de grandir en sa présence. Il avait même dit un jour, je ne veux pas d'un Berlusconi algérien. Oui. Absolument. Il parlait officiellement. Absolument. Voilà. Maintenant, le problème. Le débat de savoir si Al-Brab s'est appuyé, si politiquement lui aussi a bénéficié à un moment donné, il n'y a pas de grands patrons qui grandissent sans avoir des liens avec le pouvoir, surtout dans un pays où il y a de la rente. C'est un débat, à mon avis, tranché, c'est pas la peine. Aujourd'hui, le problème, c'est est-ce qu'on peut diversifier l'économie algérienne autrement qu'en ayant les doigts sur la couture derrière Ali Haddad au FCE. C'est ça la question. Oui, on va vous replonger, je suis désolée, dans les années 90, parce qu'il y a eu cette semaine la marche des gardes communaux, des patriotes. On n'est pas sorti de la tanière. La preuve, c'est qu'on se pose encore aujourd'hui la question de savoir si l'islam politique est de retour. Enfin, l'islam politique est déjà là. Il est organisé, il est reconnu politiquement. Là, tu parles de l'AIS, c'est-à-dire de manière stricte, l'image diffusée par le journal Djebel, organisé en août, par Madeni Mzrag, avec des centaines d'éléments, d'anciens éléments armés. C'est-à-dire vraiment, on va dire les mots de manière très précise.
Voilà, et lui dit de manière très claire que ça s'est fait, qu'il n'avait pas senti l'obligation d'aller demander une autorisation au Walid Tijel, mais que toutes les autorités du pays, Militaire, y compris l'armée, oui. étaient au courant. Voilà, donc c'est une réunion quasi officielle qui s'est tenue dans un maquis de Tijel. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette image? Est-ce que c'est justement le fait qu'ils aient pu, qu'on les voit organisés à travers l'image, se réorganiser, En fait, ou est-ce que c'est justement le fait que les autorités aient laissé faire? Moi, ça me choque pas du tout. Pour moi, c'est tout à fait logique de la manière dont on a géré l'apparente sortie de crise des années 90, où on a mis de côté les politiques, on ne parle pas, ils étaient en prison, et on a discuté avec Madani Mzara, qui était un type qui avait pris les armes. Oui. Donc aujourd'hui, c'est celui-là avec lequel on s'est entendu qu'on veut apparemment remettre en scène pour les perspectives prochaines des changements, des présidentielles. Et ça peut être, lui, l'acteur qu'on veut installer comme incarnant ce qui a été le fils. Ce qui est tout à fait faux dans la réalité. Oui. Et en plus, c'est vrai qu'à aucun moment on dit il n'y a pas de retour. Les éradicateurs, ou en tout cas le pouvoir a toujours dit que le fils n'allait pas revenir au pouvoir, mais qu'il allait sans doute le faire. Madani Mzarg le rappelle cette fois-ci encore, sous une autre appellation. Voilà, ça nous renseigne peut-être un peu sur le rôle que joueront ces gens-là, qui ont fait hier partie donc des terroristes et demain de l'islam politique. Terroriste, c'est un terme que Saïd Jafar n'a pas utilisé, des éléments armés. C'est bien, là, une divergence de... On est libre de parler de cette bien sûr, des divergences sémantiques. L'intérêt de cette éruption de l'université d'été de Madani Mzarag et de l'AIS, c'est de rappeler que les années 90 continuent de peser sur la scène politique algérienne. Moi, j'ai une thèse, elle n'engage que moi. Les années 90 sont la clé du blocage politique en Algérie. Il faut jamais perdre de vue qu'il y a plus de 10 000 disparus en Algérie dont on ne connaît pas le sort et dont les responsables de la disparition exercent encore des responsabilités dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Les gens qui ont des choses à se reprocher, il y a des solutions pour en sortir. Il y a des solutions. Je viens de voir à la faveur d'un documentaire sur une année après le décès de Nelson Mandela, comment les Sud-Africains, Abdel connaît bien ce processus, ont réglé cette question-là. Il y a des solutions. En Algérie, on a choisi de tourner le dos à ces solutions et de considérer que tout était réglé. En fait, rien n'est réglé. Les années 90 continuent de peser. Et donc, on ne peut pas bouger politiquement tant qu'il y a ces cadavres dans les placards. L'éruption de l'AIS nous permet de nous en rappeler. La marche, les revendications des patriotes nous permettent de nous en rappeler. Il va bien falloir, dans les solutions politiques pour l'avenir, et prendre en charge cette question-là. C'est pour ça que j'en profite, que j'ai beaucoup apprécié la plateforme politique de Barakat. Je vais peut-être faire sourire quelques-uns autour de cette table. Cette plateforme politique a eu le courage de dire il faudra traiter cette question-là, elle est centrale. La question des responsabilités dans les années 90 est centrale. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'AIS, en 2 mots. Le général de Gaulle a tenté de négocier directement avec l'ALN en recevant le colonel Zamoum à l'Élysée en 60, la paix des braves, pour contourner le GPRA et le FLN. Ça avait échoué parce que le FLN et l'ALN sont plus fortes que l'AIS et le FIS. Le gouvernement algérien, avec le DRS, a tenté de négocier directement avec les maquisards et il a réussi à isoler les politiques. Ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Ouais. Est-ce que le grand projet islamique peut être d'actualité il y a toujours des gens qui défendent un projet islamique, c'est-à-dire qui travaillent dans la légalité, c'est-à-dire la question n'est pas là. On parle du fils, de l'AIS, de la manière dont le pouvoir a géré la crise des années 90. Et je suis d'accord avec Constant, ce n'était pas la bonne solution qu'ils ont choisie. Oui, mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, comment la passation du pouvoir va se faire, mais il y a des chances aussi pour que ça se fasse sans régler ce problème des années 90 et que l'islam politique de demain, ces gens-là qui sont aujourd'hui au devant de la scène, représentent une solution politique ou seraient parmi la solution politique. Qui les en empêcherait ?
Écoute. Là, vous oubliez que Medani Mzara est une personnalité nationale. Il a été reçu. Il a été reçu, oui. En effet, par en tant Yahya. que tel au dialogue sur la Constitution, laquelle Constitution a été relancée, donc il y a peu. Sérieusement. Le mot sérieux, il faut le noter. Donc, Yahya, Ben Salah, etc., c'était pas très sérieux. Et dans la perspective de cette Constitution, qu'est-ce qui se passe? On a l'héritage des années 90, donc les gens de l'AIS qui tiennent une espèce de colonie de vacances, les gardes communaux qui font une marche qui est empêchée. On a d'autres acteurs aussi. Il y a des gens, une longue déclaration dans un journal qui demande l'autonomie de la Kabylie. Et voilà, donc on parle de constitution et voilà un ensemble d'acteurs qui ressurgissent pour dire, attention, on est là. Ça veut dire quoi? Chacun peut tirer ses conclusions, mais on ne peut pas ne pas faire le lien, même s'il n'est pas évident, même si on va diverger et même si on risque de tomber dans la complotite, on ne peut pas ne pas faire le lien entre tout ça. D'autant que l'information, ou d'autant que la réunion a eu lieu au mois d'août et qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai que ce type d'information, ce n'est jamais une information, c'est une fuite organisée. C'est systématiquement, c'est un peu comme l'histoire de Gaïd Salah à Béchar dans une école militaire et l'information arrive chez un journaliste. Bon, on sait comment ça fonctionne. Pendant que tu y es, tu peux toujours noter que c'est toujours le même journal. Oui, mais c'est pas gênant, ils assument. C'est pas forcément pour faire peur, ou pour me faire peur, comme dit Abdelkrim, mais pourquoi est-ce que, dans l'organisation des choses aujourd'hui, on a commencé par parler de la succession, pourquoi est-ce que l'AIS, ces gens-là qu'on a vus, et d'autres, ne seraient pas l'équation islamiste avec laquelle il va falloir composer demain, quand il y aura changement? Moi, je diverge avec Ihsan sur la possibilité de dépasser les années 90, parce que il y a quelque chose qui est pesant. C'est le modèle sud-africain qui a été porté par Mandela et par ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce modèle a réussi. Mais ce modèle n'est pas le seul. Permettez-moi de dire que le modèle Bouteflika est un modèle qui peut réussir. C'est un peu le modèle chilien. Au Chili, il n'y a pas eu une vraie réconciliation, reconnaissance de la vérité, etc. La gauche chilienne qui a succédé à Pinochet a décidé d'oublier. Elle a fait l'amnésie sur les années Pinochet. Et Pinochet se fait arrêter à Madrid. Attends, oui, mais c'est un détail dans l'histoire, mais c'est un détail. C'est pas ça qui a réglé le problème au Chili. Non, ça c'est vraiment, tu es complètement à côté. C'est pas ça qui a réglé le problème. Les Chiliens ont dit, on ne peut pas revenir sur les années Pinochet sans faire exploser la situation. Ils se sont écrasés, ils ont dit, on va dépasser ce cap, et quand le moment sera venu, si c'est nécessaire, on va ressortir les cadavres. Mais aujourd'hui, si on ressort les cadavres, ça va exploser. À mon avis, l'Algérie est peut-être obligée de faire l'amnésie. Si on ressort les cadavres aujourd'hui, parce à la différence près qu'au Chili, c'est une gauche qui est arrivée, c'est-à-dire un autre régime qui est venu et qui a assumé la décision. En Algérie, il y a quand même une culture lourde du système qui fait que la seule garantie réelle sur laquelle on s'appuie, c'est de rester au pouvoir.